Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule très spéciale de Brochu en direct avec un invité vraiment de marque qui nous vient cette fois-ci de M. Stanislas Berton, qui connaît bien notre invité, qui nous l'a référé cette semaine. Et grâce au lien, on a réussi à avoir nul autre que Bertrand Scholler à l'émission. Alors, dans quelques instants, je vais vous le mettre à l'écran, mais avant de passer à M. Scholler, j'ai mon collaborateur de toujours, Jean-Claude Pomerleau. M. Pomerleau, bonjour. Bonjour tout le monde. Écoute, Jean-Claude, nous, on suit le conflit en Ukraine depuis 2 ans. Tu as commencé avec moi le suivi de ce conflit-là, du basculement du monde. Tu as écrit un texte là, avant même le début de l'opération, au moment même de l'opération, qui aujourd'hui s'avère encore très vrai. Tu nous parlais que ce n'était pas seulement qu'un conflit militaire qu'on allait assister, mais bien à un basculement du monde. Les gens, au début, se demandaient de quoi on parlait. Et plus ça va, avec l'ajout du capitaine Place qui nous a référé des géopoliticiens de marque, ben, on est en train de capter l'attention des Québécois sur la géopolitique, puis qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, on va avoir M. Scholler. Alors, parle-nous un petit peu de ta découverte de M. Scholler. Bon, écoute, c'est quelqu'un qui a une grande expertise dans différents domaines et on va essayer dans cette capsule-là de toucher 3 points dans l'évolution du basculement du monde en réalité. L'influence de l'Occident qui cède un peu vers l'Eurasie qui est en montée. Et puis là-dedans, il y a, disons, trois points que j'aimerais explorer aujourd'hui. C'est un, l'Arabie saoudite qui change de camp, qui passe du côté de l'Eurasie, alors qu'avant, c'était un point central pour la politique américaine au Moyen-Orient, et c'était l'appui, le pétrodollar, etc. Donc, il y a des conséquences à ça. Et puis, il y a le problème que le conflit ukrainien a amené sur le prix de l'énergie en Europe. Et puis, donc, ils sont pris avec ça. Quelles conséquences? Et lui, c'est un spécialiste de la question. C'est un spécialiste du marché du pétrole et de l'énergie. Et donc, en troisième point, comment ils vont sortir du conflit en Ukraine. Et là, arrive l'ex-président Sarkozy qui leur propose un plan de sortie qui fait réagir très négativement. Et le capitaine Place va venir nous parler un peu de Sarkozy, mais reste que ce plan-là amène des paramètres qui sont plus dans la réalité que tout ce qui a été dit avant. Alors, on va parler de ça avec M. Scholler. Oui, et avec le début du conflit en Ukraine, à l'époque, tu écrivais que la mondialisation anglo-saxonne va se fracturer sur des bases continentales et civilisationnelles. Reste à savoir si cette transition va se faire dans le bruit et la fureur ou si la diplomatie va reprendre sa place pour permettre aux acteurs étatiques de s'ajuster à cette nouvelle réalité. Le basculement du monde a commencé. Et t'invite les gens à arrêter de regarder l'analyse gauche-droite. Et les deux doctrines géopolitiques qui se confrontent, c'est le globalisme, les puissances maritimes, contre le souverainisme, les puissances continentales. Alors, sans plus tarder, nous avons en direct à quelque part en France, M. Bertrand Scholler. M. Scholler, bonjour. Bonjour Karl, bonjour Jean-Claude, et merci de m'inviter à Radio Infocité. Et donc, merci à toutes les personnes qui ont été sur le chemin pour rendre ce moment possible. J'espère que ça va être passionnant pour nos auditeurs. Oui, moi, je vous ai découvert justement pendant le conflit en Ukraine avec M. Girnoff à l'émission de Cyril Hanouna, où vraiment il a été très agressif à votre endroit. Vous proposiez d'arrêter à ce moment-là d'armer l'Ukraine. Et moi, c'est là que je vous ai découvert. Et là, pour préparer l'émission, j'ai été voir plusieurs de vos vidéos.
Et merci d'être là. Et pour le bénéfice des auditeurs du Québec, parce que c'est votre première venue au Québec, je suis très honoré d'en être et Jean-Claude, on est très honoré d'en être ceux qui vous reçoivent. Alors, parlez-nous un peu de qui vous êtes avant de commencer à proprement dit l'entrevue. Je suis quelqu'un qui me suis toujours intéressé à la géopolitique, hein, mais qui n'est commencé véritablement à en faire qu'au début de l'opération spéciale, en faire publiquement. Mais bon, mon parcours, c'est 2 fois ingénieur, Sciences Po, j'ai fait de la banque d'affaires. Alors, dans mes études d'ingénieur, j'étais à l'Institut français du pétrole. Et d'ailleurs, un de mes camarades de classe est devenu président du Sénégal, puisque c'est Macky Sall. J'ai croisé pas mal de monde dans mon parcours banque d'affaires, conseil en stratégie. J'ai créé des entreprises dans des domaines aussi variés que le sport et l'art. Et j'ai été à un moment, pendant 4 ans, à la direction générale du Stade de France. Et dans ce cadre, je me suis occupé des stades pendant la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Et j'avais également aidé la Pologne pour son euro, qui était un euro conjoint avec l'Ukraine. Donc j'ai passé beaucoup d'années de ma vie dans des avions à voyager loin de la France. Depuis le Covid, j'ai considérablement changé mes habitudes de voyage, hein, puisque je n'ai pas voulu être injecté. Je n'avais pas confiance dans cette solution, mais je n'ai pas non plus envie de tricher en faisant des faux documents pour me permettre de continuer à voyager librement. Et j'ai décidé de changer un peu de vie, donc de me consacrer beaucoup plus à un engagement sur ce qui me paraissait essentiel, puisqu'effectivement, je pense qu'on est à un moment de basculement très fort du monde. Je crois qu'il y avait une indiscrétion entre Poutine et Xi, quand Xi allait rendre visite à Poutine à Moscou, où ils avaient conclu la visite en disant c'est des basculements comme il s'en produit à chaque millénaire. Donc on a le sentiment qu'effectivement, mais c'est pas un basculement qui n'est qu'économique ou qui est que de pouvoir, c'est vraiment un basculement sur une vision diamétralement opposée de la manière avec laquelle le monde peut évoluer. Donc on évoquera des choses très terre à terre, hein, je pense les énergies, les armées, etc. Mais c'est en fait le basculement, il touche fondamentalement à ce qu'est l'homme, la place de l'homme tel qu'on le connaît dans l'avenir de l'univers. Donc il y a des gens qui ont une vision transhumaniste des choses, avec la possibilité de modifier l'homme comme si on était des dieux, et d'autres qui ont une vision beaucoup plus traditionnelle et beaucoup plus conservative. Et voilà, et en fait, c'est ces 2 mondes qui s'opposent, selon moi. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion de débattre de ça, et je trouve très intéressant d'avoir cet échange avec vous, parce que le Québec, c'est un peu comme un petit village gaulois, c'est-à-dire de façon très mystérieuse, vous avez réussi à garder votre culture, vous avez réussi à garder votre langue, alors que clairement, là où vous êtes, c'est un défi quasiment inimaginable d'avoir réussi ça. Alors, vous m'avez expliqué anecdotiquement avec les froids en hiver au bord du Saint-Laurent, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Oui, Jean-Claude. Oui. Donc, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il y a une différence, c'est qu'on a été longtemps dans l'ancien régime, nous. Un régime conservateur jusqu'aux années 1960. Et on était, disons, tricoté serré autour d'une grande institution historique qui est l'Église de Rome. Alors voilà. Et puis, depuis 1960, là, on est plus dans le libéralisme et puis là, on perd plus nos repères. Mais grosso modo, c'est l'Église de Rome qui nous a permis d'arriver jusqu'à 1960, alors que pour les Anglais, il y avait une volonté d'assimilation clairement exprimée par des statuts constitutionnels et qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc, c'est une lutte sur le fond entre des codes civilisationnels anglo-saxons et le génie français, disons. On est encore, voilà. on a gardé l'ADN. Alors voilà. Il y a sûrement quelque chose, une leçon que le Québec peut donner à d'autres
pour voir comment on peut résister la vague de fond anglo-saxonne. Alors, puis au libéralisme, puis voilà, qui est porté par une puissance maritime, finalement. Alors donc, et puis ce que vous avez évoqué, c'est que la résistance vient du bloc continental. On a des déracinés et des enracinés. Maintenant, on avait prévu quelques questions pour vous, oui, parce que vous êtes spécialiste de la question énergétique et donc toutes ces considérations-là. Et dans le cadre de la guerre, l'opération militaire spéciale en Ukraine, on s'est aperçu que finalement, la Russie n'était pas isolée, mais plus sérieusement encore, elle avait fait alliance avec des forces qui peuvent changer le cours de l'histoire, c'est-à-dire, on réfère ici à l'Arabie saoudite qui a changé de camp, qui était du côté américain et qui était un pilier de la structure américaine monétaire, etc., et qui là change de camp et puis qui s'en va du côté de l'Eurasie. Et il y a ce OPEP+, qui, je vous ai entendu dire qu'il y avait à peu près 80% des ressources énergétiques de ce côté-là, hydrocarbures, et que donc c'est un événement très important. Et où ça peut mener? Quelles conséquences géopolitiques que ça peut avoir? Et est-ce qu'on peut envisager que ce 80%-là, à un moment donné, ne soit pas disponible pour l'Occident? Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Et ensuite, on viendra sur la question de l'énergie pour l'Europe. Oui. Alors, effectivement, alors peut-être il faut rappeler quelque chose. À la tête de l'Arabie saoudite, il y a un nouveau chef d'État. En fait, c'est un prince, c'est le fils du roi Fahd, qui s'appelle Mohammed Ben Salman, et qui a pris le pouvoir. Donc, ça a été assez compliqué, en fait, cette prise du pouvoir par Ben Salman, puisqu'il y a eu, on sait, des conflits à l'intérieur de la famille pour le laisser prendre le pouvoir. Il y avait énormément semble-t-il, d'affaires de corruption très fortes, et qui va être une des forces des États-Unis dans le basculement actuel, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de moyens dans tous les pays qui seraient proches à basculer et qui ont tellement à perdre qu'ils organisent des guerres internes pour conserver leur pouvoir. Et donc Ben Salman a réussi à prendre ce pouvoir, et il y a l'anecdote qui est pas une anecdote, mais il y a la disparition de ce journaliste. On soupçonne qu'il aurait été tué et démembré en Turquie, mais qui était un journaliste qui manifestement avait comme rôle de faire la vie compliquée à Ben Salman, qui était quelqu'un qui avait été préparé par son père dans le but justement de faciliter ce changement d'orbite de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était jeune, qui n'avait pas participé à la signature de tous les accords des années 70 qui ont permis la naissance du pétrodollar, et qui, lui, a une ambition pour son pays, qui a une ambition pour, d'une certaine façon, les musulmans, mais qui est surtout quelqu'un qui considère que c'est pas possible de rester, entre guillemets, un pion dans un échiquier international entièrement dominé par les Américains, puisqu'en fait l'hégémonisme américain dépendait essentiellement de la bonne volonté de l'Arabie saoudite, qui est le premier producteur de pétrole mondial devant la Russie. Et ce Mohammed Ben Salman s'est considérablement rapproché au cours des dernières années à la fois de la Chine et de la Russie, mais sans véritablement, de façon ferme et définitive, s'éloigner des Américains, dont il dépend toujours considérablement en termes d'armement. Et les Américains sont très présents dans la péninsule arabique. Et je rappelle qu'un des changements majeurs qui s'est opéré
récemment, avec l'intermédiation de la Chine et de la Russie, c'est le processus de paix qui a été enclenché au Yémen. Donc c'était une guerre terrible qui causait des centaines de milliers de morts, en fait, qui a causé au total des millions de morts, qui était juste donc à la frontière, donc la corne de la presqu'île arabique. Et en quelques semaines, Ben Salman a réussi avec l'aide de la Chine et la bonne volonté iranienne, à faire la paix. Parce qu'en fait, pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, il faut aussi voir que tout ça se passe dans un contexte de rapprochement qui paraissait impossible entre les chiites et les sunnites. Donc on a l'Iran qui reparle à l'Arabie saoudite, alors que la tendance qu'il y avait eu depuis une vingtaine d'années, et qui était tous les efforts américains, c'était beaucoup plus un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite au détriment de l'Iran. Donc on a un détricotage complet en fait de la diplomatie dans cette région du monde. On sent véritablement la main des diplomates très habiles d'Iran, de Chine, mais aussi d'Arabie saoudite et d'Iran, qui sont des pays qui ont une vraie culture, une vraie histoire de la diplomatie. Et puis en plus, au Moyen-Orient, ils cousinent véritablement entre eux. Donc ils ont beau donner l'impression de se faire la guerre, ça reste des familles qui sont très liées les unes aux autres et elles parlent. Et on voit bien ce qui s'est passé avec le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Donc c'était il y a quelques mois en Arabie saoudite. Et c'est un épisode qui est très très important parce qu'il lie l'Ukraine à ce qui se passe, et que Zelensky avait demandé à être invité, et il est venu d'ailleurs avec un avion français en Arabie saoudite, et ensuite il était parti au G7 à Hiroshima. Et il vient pour demander de l'aide devant tous les acteurs de la Ligue arabe et le Syrien qui est de retour, donc Bachar el-Assad. Et qu'est-ce qui se passe? Il repart sans un centime. Donc à chaque fois qu'il se déplace quelque part, il revient avec des promesses d'argent, avec des promesses d'armes, etc. Et là, la Ligue arabe ne fait aucun effort, ne fait aucune annonce pour dire qu'elle va continuer à aider. Alors, quelques semaines avant, il y avait eu des aides qui avaient été données à Zelensky, mais ce qui est pour montrer ce changement majeur et quelque part une espèce de défiance vis-à-vis de l'Union européenne et des États-Unis, qui ne cessent d'annoncer des milliards d'aides et énormément d'armement. Donc ça a été, et vous avez raison de souligner, en fait, c'est quelque chose de clé qui se passe. Je pense que énormément de personnes qui observent la géopolitique internationale sous-estiment la capacité de l'Arabie saoudite à se libérer de la main de fer américaine. Ça va être compliqué, mais c'est véritablement en cours. Et juste à titre indicatif, le nombre d'ambassades et de lieux consulaires de l'Arabie saoudite qui ont réouvert au cours des dernières semaines en Iran, mais c'est considérable. Je crois que c'est genre 6 ou 7 lieux. Donc l'ambassade très très rapidement. Et depuis, en fait, même dans des villes moyennes où ils avaient des habitudes. Donc ces deux géants régionaux qui sont des puissances militaires très fortes, puisqu'on a découvert, pour ceux qui l'avaient sous-estimé, la puissance militaire iranienne. Et la semaine dernière, il y avait une conférence internationale sur l'armement avec 60 délégations internationales qui étaient dans la région de Saint-Pétersbourg. Et un des pays qui a le plus surpris et impressionné, c'était l'Iran. Avec ses nouveaux missiles balistiques, toute sa panoplie de drones, etc. C'est-à-dire que malgré les sanctions incroyables qu'a subies l'Iran depuis des années, en fait, ils sont devenus aujourd'hui une puissance militaire majeure, mais de façon autonome. C'est-à-dire que l'Iran est un exportateur d'armes, c'est pas un importateur comme l'Arabie saoudite qui ne produit pas d'armes particulièrement complexes, en fait. Bon, je me suis peut-être un peu étendu. Oui. Mais il y a des conséquences à ça. Donc, il y a l'aspect de... on parlait de pétrodollar, et Ouais. que
c'était très important que pour les États-Unis, quand ils ont abandonné l'étalon or et éventuellement le prix du pétrole a augmenté dans les années 70. Et là, c'est devenu très important que toute transaction sur le pétrole soit libellée en dollars, ce qui donnait la chance aux Américains d'en émettre à tout le monde et donc financer des déficits commerciaux, des déficits budgétaires, etc. Et d'une dette qui gonfle, qui est rendue à 35 000 milliards. Et donc, le dollar, c'est l'instrument de puissance numéro un des États-Unis parce qu'avec le dollar, c'est un vecteur, c'est un réseau et contrôle des communications sur le commerce international qui va avec et l'extrajudiciarité qui va avec le dollar. Ceux qui l'utilisent sont sous juridiction américaine, peu importe où ils sont sur la planète, etc. Et là, on a un autre événement. On comprend que le changement de camp de l'Arabie saoudite va avoir une incidence sur le pétrodollar. Et là, on va avoir d'ici la fin du mois une réunion des BRICS en Afrique du Sud. Et là, on discute de quoi? On discute de la capacité des États qui vont se regrouper autour du BRICS d'utiliser dans leurs transactions des monnaies nationales pour bilatérales. Et là, petit à petit, pouvoir encore là sortir de l'influence du dollar. Comment vous voyez ça, la progression? Parce que la déclaration des BRICS puis la nouvelle banque de développement est à l'effet qu'on n'est pas en train de s'attaquer au dollar. Non, non, on ne s'attaque pas au dollar. On n'est pas dans une opération de dédollarisation, etc. Mais qu'en fait, les conditions sont réunies pour qu'on on s'en aille dans cette direction-là. Vous voyez, c'est quoi la perspective que finalement, le panier de monnaie de transactions internationales, la portion du dollar dans ce panier de monnaie-là, passe, disons, en dessous du 50 %. On sait que dans les dernières années, cette proportion-là du dollar US dans ce panier-là a baissé, mais il y a un moment, un endroit où ça devient plus critique. Est-ce que vous voyez ça court terme, moyen terme, long terme? Alors, peut-être oui, pour préciser ce point que vous évoquez, il y a, disons, une centaine de monnaies dans le monde qui sont référencées, qui sont changeables, mais il y a 5 monnaies qui sont considérées comme des monnaies de réserve internationale. Donc, c'est des monnaies qui sont utilisées par les différents pays pour avoir des réserves d'argent pour faire face à leurs besoins. Ils ont de l'or, ils ont un certain nombre de choses, mais il y a ce qu'on appelle les monnaies dites de réserve internationale. Et la monnaie principale, quasiment à 80%, même un peu plus, je crois peut-être 80%, c'est le dollar. Donc la deuxième monnaie de réserve internationale, c'est l'euro. Mais vous réalisez qu'il reste 4 monnaies dans 20%, donc qu'il y a une dizaine de pourcents. Ensuite, vous avez assez équilibré aux alentours de 3-4%. Le franc suisse, le yen japonais et le yuan chinois, qui est l'une des monnaies de réserve internationale. Mais juste pour donner une petite idée, c'est 4%. Selon les derniers chiffres. Alors, c'est très impressionnant, la progression, puisqu'ils étaient à 3%, ils sont passés à 4%, donc c'est 30%. Mais ça montre que c'est tout petit. Donc, on est aujourd'hui à un moment où les personnes riches du monde, les entreprises riches du monde, les acteurs riches du monde, ils ont encore beaucoup de dollars. Mais les dollars, les réserves en dollars, ne sont plus du tout, beaucoup moins, puisque les Chinois en avaient pour 2000 milliards, et je crois que c'est passé à 300 ou 400 milliards. Donc les Russes, ils en avaient 100 milliards, pour l'instant c'est confisqué, et ils se sont aussi fait confisquer leurs euros. Mais les pays qui en ont beaucoup, ça va être pas mal de pays de l'Union européenne, l'Allemagne,
des pays comme le Koweït. Alors, ce n'est pas un grand pays, le Koweït, mais c'est un pays qui a des réserves, des pays comme la Norvège et des pays comme le Japon. Mais on a beaucoup d'entreprises et d'individus qui ont l'habitude de commercer en dollars à cause de quelque chose qui s'appelle le SWIFT. Donc, le SWIFT, en fait, c'est le système de paiement rapide international. Alors, pourquoi je dis rapide? Parce qu'il est électronique. Donc, il est accepté par toutes les banques. C'est basé en Belgique, mais c'est contrôlé par les Américains. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir des échanges rapides. Alors, un peu moins rapides que les monnaies type Bitcoin, parce qu'il y a des systèmes de vérification, etc., mais très rapides. Alors que les systèmes de paiement lent, bah, c'est d'envoyer de l'or ou d'envoyer des valises avec des dollars, etc., avec tous les risques qu'on peut imaginer sur le chemin. Et pour donc les concurrents du dollar, le problème, en fait, c'est de créer une nouvelle référence. Donc, vous l'avez bien dit, le dollar, il est référencé sur rien. Il n'est pas référencé sur des actifs. Donc, les Américains n'ont pas dit c'est l'or américain qui est la contre-valeur, entre guillemets, de cet argent, comme c'était le cas avant les années 70. Ils n'ont pas dit c'est la moitié du territoire américain. Enfin, un certain nombre de choses que les détenteurs de dollars auraient pu réclamer en contrepartie d'un billet de papier, en fait. Et comme vous l'avez souligné, ils en ont produit, et ils pouvaient, parce que plus le monde avait besoin d'énergie, et on nous parle de limiter la consommation d'énergie depuis les années 75, la crise énergétique, la consommation énergétique mondiale, je crois qu'elle a été multipliée par 4 ou 5, et l'énergie qui a été le plus augmentée, c'est le gaz, qui était multiplié par 8, je crois. Mais le pétrole, ça a doublé. Le charbon, ça a doublé. Il faut savoir que le charbon, ça reste la troisième énergie mondiale. Peut-être c'est important de rappeler aux gens qui nous écoutent, mais la première source d'énergie au monde, c'est le pétrole, donc qui a baissé un petit peu en proportion, passé de 35% à un peu moins de 30%. La deuxième source d'énergie, c'est maintenant le gaz, mais le charbon est en train de remonter à cause de la politique européenne en termes de gaz vis-à-vis des Américains. Mais donc, vous avez trois énergies qui sont à peu près pour 90% de l'énergie mondiale, enfin 80%. Et après, vous avez les énergies renouvelables. Mais en réalité, les énergies renouvelables, ce sont les énergies qui existent depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est l'énergie de l'eau, donc les barrages. Il faut voir que les barrages, ça représente encore 7% des sources d'énergie mondiales. C'est-à-dire plus que le solaire, l'éolien, etc. Et on ne travaille pas là-dessus. Enfin, tout ça, ce serait un long débat sur les énergies. Et le pétrole, c'est encore loin derrière. C'est 4%, pas le pétrole, l'uranium, c'est 4%. Donc, l'énergie nucléaire. Donc, quand les Américains contrôlent le pétrodollar, en fait, ils contrôlent le commerce de 60% de l'énergie mondiale. Mais surtout, en fait, ils avaient le contrôle de 80% de la production mondiale, puisqu'ils contrôlaient 80% des pays producteurs de pétrole, parce que la Chine consomme, mais enfin pétrole, gaz, etc. Et puisqu'ils contrôlaient les États-Unis, évidemment, le Canada, qui sont des grands producteurs, l'Arabie Saoudite, l'Australie, l'Angleterre, la Norvège, hein, tout le pétrole de la mer du Nord. Et ils avaient repris la main au Kazakhstan, ils avaient pris la main en Azerbaïdjan au moment de la chute de l'URSS. Donc on voit bien qu'en fait, ils s'étaient renforcés en termes de pétrodollars. Puisque même l'effondrement de la Russie, si vous regardez comment l'URSS a été découpée, en fait, la Russie a gardé la Sibérie, qui était un peu le diamant, mais a perdu toute la zone de la mer Caspienne et de la mer Noire, qui était très pétrolifère, avec Kazakhstan, Azerbaïdjan, etc., qui sont devenus des monarchies du pétrole, dont on n'entend pas tellement parler, mais qui sont des pays très, très riches grâce aux énergies. Donc, les Américains, en fait, n'ont jamais cessé de se renforcer. Et le changement majeur, ça a été vraiment la découverte de, en fait, la multiplication des gazoducs
par les Russes, donc les gazoducs vers l'Europe, hein, les deux Nord Stream et vers la Chine, et qui était véritablement un changement géostratégique majeur. Et surtout, ce qui s'est passé en Syrie, puisque la guerre de Syrie, en fait, c'était une guerre pour empêcher l'Iran également d'envoyer son gaz, puisque la Syrie avait choisi l'Iran pour le gazoduc vers l'Europe et la Turquie. Il faut savoir que la Turquie est vraiment un ami de l'Iran, hein, et ces deux pays qui sont très proches. Les Iraniens qui veulent faire des grandes fêtes, etc., vont en Turquie. C'est deux pays liés. Alors bon, la Turquie, on sait tous, c'est un peu compliqué, mais il y a vraiment un lien entre la Turquie et l'Iran qui est historique. Enfin bref, je ne vais pas trop m'éloigner, mais la géopolitique des énergies a changé considérablement à cause du gaz. C'est du gaz. Et donc, ce qui peut nous emmener à l'Europe, c'est-à-dire le conflit, Nord Stream qui saute, quelle incidence pour, mettons, la variable énergie présentement pour l'Europe? C'est quoi les perspectives? Est-ce qu'il y a une dépendance au gaz russe qui peut pas incontournable. Incontournable, qui serait incontournable, ou est-ce que ça peut être contourné, mais à quel prix et quelle incidence ça peut avoir sur le développement économique, entre autres de l'Allemagne et de la France? Alors, déjà, pour reprendre les énergies, l'énergie la plus simple à transporter, la moins dangereuse à transporter, c'est le charbon. Donc, le charbon, hein, c'est un minerai. Donc, on en trouvait historiquement beaucoup en Europe. Donc, il y a eu une anecdote, hein, d'ailleurs, dans la zone de la Ruhr, et ils recommencent à exploiter le charbon dans les mines. Et symboliquement, ils avaient mis des parcs d'éoliennes et ils détruisent les parcs d'éoliennes pour rechercher du charbon. Ils montrent bien. Non, mais c'est fou. C'est tout cette côté ridicule de la politique énergétique. Et ils ont retardé à 2035 la fin de leur centrale au charbon. C'est-à-dire que quand la France manque d'énergie et qu'on a besoin d'électricité avec les systèmes d'interdépendance, en fait, on achète de l'énergie au charbon allemande. Et il n'y a jamais eu véritablement d'investissement. Et sinon, le charbon qu'on reçoit, il arrive d'Australie et il arrive d'Afrique du Sud, qui sont des gros producteurs de charbon. Historiquement, il arrivait de Russie. Alors, on a un gros problème maintenant, puisque le charbon, il arrive par bateau de ces pays-là, et on n'a plus de trains, comme il y avait historiquement. Vous savez, vous aviez des trains qui se garaient. Et donc, maintenant, c'est des camions qui roulent à l'essence et qui transportent du charbon pour fabriquer de l'électricité. C'est juste pour dire aux gens que tout ce qu'on leur raconte sur arrêter d'utiliser votre petite voiture, c'est ridicule, parce qu'on a des bateaux qui polluent énormément, qui traversent la planète avec du charbon, qui est exploité dans des conditions souvent déplorables, et qui sont vidés dans des camions parce qu'on n'a pas investi dans les trains pour transporter le charbon des ports vers les usines, parce qu'évidemment, on n'avait pas besoin historiquement de faire ça, puisque le charbon, en fait, il était produit dans les pays, et les usines de fabrication d'énergie électrique à base de charbon, elles étaient à côté des mines. C'était logique. Sauf que les mines, elles ne sont pas à côté des ports. Donc ça, c'est vraiment important. Donc l'Europe doit repenser avec le charbon, qui reste plus de 20% de l'énergie qu'on utilise en Europe pour produire de l'électricité, on doit réfléchir à ça. Ensuite, le pétrole qui vient chez nous, il arrive en très petite quantité de Norvège et d'Angleterre qui produisent, mais sinon, là aussi, il arrive de loin, il arrive avec des pétroliers et il arrive avec des oléoducs. Mais la plupart des oléoducs, ils arrivent donc ils arrivaient de Russie, ils arrivaient de la mer Caspienne, etc. Et ils traversent la zone de l'Ukraine, en fait. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un pays tampon entre la production continentale de pétrole et la zone de consommation qui est principalement la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc, on a ce problème. Et pour le gaz, c'est encore plus fort, puisqu'en fait, on avait quelque chose de magique, mais qui datait de l'époque soviétique, c'était les gazoducs.
C'est-à-dire, vous aviez le gaz qui arrivait, qui était très propre, qui rentrait dans des gaz, on ouvrait, on fermait les robinets, il n'y avait pas besoin de camions. Il n'y avait pas de risques environnementaux forts, parce qu'au pire, s'il y avait un peu de gaz qui partait dans l'air, c'était embêtant, mais c'était pas très grave. On coupait le robinet quelque part, il n'y avait pas de nappe de pollution particulière. Et donc, c'était quelque chose d'inépuisable, puisque les Russes en ont des quantités incroyables, les Iraniens aussi, les Qataris. Et quand on a coupé pratiquement tout ça, alors je rappelle juste que les Russes ont continué pendant très longtemps à payer cher le droit de passage par l'Ukraine. Donc il y avait beau avoir une guerre, l'Ukraine recevait énormément d'argent de la Russie pour le transit de son gaz. Et donc maintenant, le gaz, en fait, il arrive par l'Espagne, par l'Algérie, donc avec des gazoducs. Il arrive aussi par la Norvège, donc il arrive vers la Pologne, mais c'est à peu près 3% des besoins, alors que Nord Stream, ça satisfaisait 20% des besoins. Donc ce qui fait que le gaz aussi se met à arriver en bateau chez nous. Donc ça s'appelle les méthaniers. Donc on avait des cargos, des pétroliers et des méthaniers. Mais aucun port européen est prêt pour accueillir du gaz. Donc il faut que vous imaginiez, le gaz, ça reste explosif, donc il arrive avec des méthaniers. On n'a pas de ports qui sont préparés pour ça, donc il a fallu préparer des ports à distance. Et surtout, le gaz qui arrive, c'est pas du bon gaz. C'est du gaz de schiste, du gaz de roche-mer qui arrive des États-Unis, qui est très cher, parce que c'est des conditions d'exploitation qui sont compliquées, avec fracturation de roches, etc., etc. Alors qu'encore une fois, le gaz russe, il est de très bonne qualité. Une fois que vous avez fait un trou, vous ouvrez un robinet et vous avez un peu de travail de raffinage, entre guillemets, du gaz, mais il arrive, il est immédiatement utilisable. Le gaz qu'on a il va falloir le rendre utilisable. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous utilisez du gaz, mais si vous avez du méthane en bouteille, vous devez avoir un gicleur d'un certain type. Si vous avez du gaz de ville, vous devez avoir un autre type de gicleur. Si vous avez du gaz industriel, c'est pareil. Et donc, en fait, tous les équipements qu'on avait en Europe, tous les équipements qu'avaient les usines, ils étaient faits pour un certain type de gaz. Et là, il y a un nouveau type de gaz qui arrivait. Et c'est pour ça qu'en fait, les méthaniers arrivent, mais on ne sait même plus quoi en faire. C'est-à-dire que les gens qui gèrent la politique énergétique en France ou en Europe, ils étaient très contents de dire on a acheté plein de méthaniers, on a pris des commandes, mais sans réfléchir au fait que c'était ni le même gaz, ni la même possibilité d'utilisation, ni les mêmes... en plus, il arrive liquéfié, donc il faut le détendre. Il n'arrive pas comme dans un tuyau de gaz. Donc, c'est très compliqué. Donc, la politique énergétique de l'Europe, elle est catastrophique. Et c'est pour ça que les pays européens qui sont industriels, donc l'Allemagne et maintenant la Hollande, qui sont deux pays européens qui sont très industriels, et on va avoir la même chose bientôt avec l'Italie. Donc la France n'est pas un pays très industriel, donc ça ne va pas nous arriver aussi vite qu'à eux, sont en récession. Et donc, mais ce n'est pas une récession conjoncturelle, ce n'est pas une récession qui est liée aux circonstances du Covid, aux circonstances de la guerre, c'est une récession qui est structurelle, c'est-à-dire que le sang de l'économie, c'est l'énergie, et l'énergie, maintenant, elle va être durablement très chère. Même si on essaie de changer d'attitude vis-à-vis de la Russie, il faudra au moins 3 ans, 2 ans au plus vite pour reconstruire un Nord Stream, puisque Nord Stream est entièrement détruit, puisque l'eau s'est complètement infiltrée dans les tuyaux de gaz, donc il n'y a aucun moyen de réparer Nord Stream. Mais dès l'explosion, d'ailleurs, il avait été détruit pour ne plus être réparable, ne plus être utilisable. Parce que les Américains l'avaient détruit, et je dis bien les Américains, puisqu'on a toutes les preuves qui se sont accumulées. Il y a cette tentative de dire... on a passé à autre chose, M. Chalère, là-dessus. On est convaincus, nous aussi. Là. L'idée aussi, c'est de voir comment cette arme économique-là, là, qui était le pétrodollar, va être utilisée par les BRICS pour... et c'est un peu ça comment vous pensez que ça va se produire rapidement? Parce que ça va avoir un effet aussi sur ce privilège-là qu'avaient les Américains. On comprend très bien aussi que le parapluie militaire qu'offraient les Américains en échange d'utiliser le dollar américain est en train de disparaître.
Alors, comment vous prévoyez cet effondrement-là? Ouais. J'ai pas répondu, effectivement. Ouais. Je me suis égaré en introduction. Non. Oui. Donc, pour répondre précisément à cette question, petit 1, un des premiers actes tangibles, au-delà de se rencontrer, de discuter ensemble et de faciliter les échanges commerciaux, les BRICS ont créé ce qu'on appelle la Banque des BRICS. Et la présidente de la Banque des BRICS, c'est une ancienne présidente brésilienne qui s'appelle Dilma Rousseff. Et le rôle de cette banque des BRICS, c'est de permettre, entre guillemets, les échanges dans les monnaies nationales. Donc, les BRICS n'ont pas l'intention de dire « nous, on est très honnêtes, donc on va faire ce que les Américains ont fait, mais on va le faire honnêtement ». Elles disent « pas du tout ça », puisqu'en fait, ce que les Américains ont fait, c'est qu'ils ont imposé le dollar au monde, et quelque part, les autres monnaies devaient se caler sur le dollar. Alors que les BRICS sont en train de mettre en place des systèmes où il va y avoir peut-être une nouvelle monnaie de référence, ça on va le savoir dans quelques jours, donc il serait basé éventuellement sur l'or ou sur un panier d'actifs des différents pays en question, ce que devrait être une monnaie, hein, c'est basé sur quelque chose qui est tangible, mais surtout en fait, les BRICS vont offrir une possibilité en fait de faire des transactions rapides dans les monnaies des pays en question. Et si vous vous rappelez, en fait, quand il y avait eu la réunion où Xi était venu à Moscou, Vladimir Poutine avait dit « Nous, on va encourager l'utilisation du yuan comme monnaie permettant de faciliter les échanges. Et donc, on va accepter nous-mêmes le yuan. » Mais depuis, en fait, tout a complètement changé, puisque vous évoquiez l'Arabie Saoudite, mais même le Qatar ont commencé à faire des échanges en monnaie autre que le dollar. Alors, ça reste symbolique. Mais ce que ça a montré, c'est que d'une part, vous avez des grandes majors pétrolières qui ont accepté, en fait, de traiter autrement qu'en dollars. Donc, on a eu Total qui a fait ça avec du gaz qui partait en Chine, du Qatar, et donc qui avait été échangé en yuan. Mais on a les échanges maintenant entre le Brésil et la Russie qui se font dans les monnaies des deux pays respectifs. Et c'est à charge pour la Banque des BRICS de gérer, entre guillemets, les fluctuations de taux de change, etc. Puisque le principal risque des transactions monétaires internationales, c'est les variations de taux de change. Donc, c'est qui va garantir qu'il n'y a pas une mauvaise surprise sur le chemin. Mais je pense que tous les pays, quand ils ont vu l'attitude des États-Unis et de l'Europe avec l'argent que les Russes avaient gagné honnêtement et qui a été confisqué, puisque c'est ça qui s'est passé au moment du conflit en Ukraine, c'est que cet argent, ces dollars et ces euros que détenaient les Russes, ils l'avaient obtenu en contrepartie de choses qu'ils avaient vendues. Cet argent leur a été confisqué. Éventuellement, il va être volé, puisqu'en fait, les pays sont en train de voir quel artifice juridique ils vont pouvoir trouver pour s'attribuer cet argent. Et donc, tous les pays du monde se sont dit, mais finalement, en fait, on ne possède rien. C'est-à-dire que comme l'argent qu'on a, ce sont des lignes électroniques, à tout moment, il peut être confisqué. Et l'évolution des monnaies va dans ce sens-là aussi pour les individus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à l'échelle des États avec les monnaies numériques pourrait nous arriver à nous. Donc ça, c'était pour le point sur la monnaie. Donc les BRICS vont proposer un système d'échange. Ils proposent déjà de faciliter les échanges entre pays dans leur monnaie, sans avoir l'intermédiaire du dollar et donc l'extraterritorialité du dollar, puisque vous aviez évoqué ça. C'est le fait de traiter en dollars soumet le pays à la loi américaine et aux règles américaines, qui sont considérablement dissymétriques entre et à la surveillance américaine. Ouais. Et, juste pour donner. J'aimerais revenir sur. Oui. Juste un petit détail, mais vous savez, le Crédit Suisse a fait faillite et il a été racheté en urgence par l'Union des banques suisses. Eh ben, la Suisse vient de payer une amende aux Américains de 335 millions, mais il y a encore des milliards en attente. C'est que dans le cadre d'un premier procès des États-Unis contre la Suisse, parce que les Américains considèrent que leur banque
et leurs fonds d'investissement ont été spoliés dans l'accord qu'il y a eu entre Crédit Suisse, l'UBS et l'État suisse. Donc en fait, les banques françaises, les banques de tous les pays du monde ont perdu leur argent dans cette affaire, mais les Américains vont gagner de l'argent en fait. Donc et ça se passe toujours comme ça parce que c'est une des forces du dollar, c'est de créer entre guillemets une responsabilité collective de tous ceux qui l'utilisent. Si une preuve de perte de gain ou de perte de chance touche les citoyens ou les entreprises américaines. Et juste le point que vous m'avez demandé sur le parapluie militaire, eh ben, on voit, ça c'était les déclarations d'il y a quelques jours de Vladimir Poutine qui disait que si des pays veulent gagner leur indépendance, la Russie sera à leur côté, y compris en échangeant et en donnant des technologies militaires qui pourraient leur permettre de garantir leur sécurité. C'est vrai qu'on voit bien avec la Corée du Nord, dès qu'un pays a des missiles balistiques, dès qu'un pays a des missiles, ben on est plus poli. On est beaucoup plus poli, oui. La souveraineté est plus crédible. Moi, j'aimerais revenir sur le conflit en Ukraine qui a entraîné ce dérèglement-là du marché de l'énergie et les conséquences de ça. Et donc, ce que je disais, c'est le dérèglement du marché de l'énergie en Europe du fait du conflit en Ukraine. Et les perspectives pour les Européens, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre avec ça sur le long terme. Et donc, il y a un besoin d'en finir avec ce conflit-là. Et dans ce contexte-là, il y a des informations qui commencent à sortir du côté américain. Mais là, on a la sortie de l'ex-président de la France, M. Sarkozy, qui lui propose un cadre de négociation. Et puis, ça a fait beaucoup réagir parce qu'il dit la France dépend de la Russie comme la Russie dépend de la France. Non, excusez. La France a besoin de la Russie comme la Russie a besoin de la France. On le comprend avec la situation énergétique, là. Et puis, il propose que les territoires, la situation de fait sur le terrain, qu'il y ait des référendums pour que la population se prononce et puis que ça soit sous supervision internationale et que là, donc, ce serait un cadre pour une sortie de cette tragédie-là. Et à partir de là, on comprend que les Européens pourraient rétablir leurs relations avec la Russie pour obtenir l'énergie et qui leur permet d'avoir une économie compétitive. Sinon, ça ne va pas bien pour eux autres. Vous, avez-vous, parce que ça vient juste de sortir là, dans les heures qui ont précédé notre enregistrement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance des déclarations des uns et des autres par rapport à la sortie de Sarkozy qui fait beaucoup réagir et qui fait réagir aussi notre ami le capitaine. Capitaine Place qui va venir réagir là-dessus. Puis juste noter là, que la sortie de Sarkozy là, reprend celle d'Elon Musk qui avait dit qu'on devrait faire un référendum dans les régions du Donbass qui serait supervisé par des organismes internationaux pour régler une fois pour toutes la question. Et Jean-Claude, tu oubliais aussi que Sarkozy a dit que concernant la Crimée, c'est maintenant... c'est immuable, que ça appartient aux Russes et qu'on devrait l'accepter du côté de l'Occident. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais le référendum pourra aussi s'étendre à la Crimée, puis bon, voilà. Parce qu'à ce moment-là, on aurait le changement de souveraineté sur ce territoire-là qui serait validé à l'international, là où, avec cette manœuvre-là, il pourrait tout sauver la face. Le capitaine Place a donc Alors, je vais répondre en deux temps. Oui. Alors, un premier temps, c'est que quand la période de l'opération spéciale a commencé, il n'y avait pas de problème majeur en Afrique pour la France et l'Europe.
depuis que l'opération spéciale a commencé et surtout au cours des derniers jours, il y a eu des changements énormes qui se sont produits, puisqu'il y a eu un changement de régime au Niger qui avait suivi ceux au Burkina Faso, au Mali, etc. Mais le Niger est un pays très important, puisque 20% de l'électricité produite en France dépend complètement de l'approvisionnement qui vient du Niger. Ça, c'est la première chose importante. Et le Niger, un peu comme l'Ukraine, est le pays de passage de tout ce qui est gazoduc, oléoduc qui arrive du Nigeria, qui est le gros producteur de cette région et dont on a véritablement besoin, en fait. Et il faut voir, hein, le Niger, c'est un très grand pays au cœur de l'Afrique par lequel passent beaucoup de choses. Donc, quand le président Sarkozy s'exprime, il s'exprime à un moment où l'Europe est déconnectée pour une grande mesure d'échange directement avec la Russie, puisqu'en réalité, évidemment, le pétrole, le gasoil ou le gaz qui arrive en France, l'essentiel, en fait, il est produit en Russie, qui le revend à l'Arabie Saoudite ou à l'Inde ou à d'autres pays, qui nous le revendent. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, en ce moment, achète énormément de pétrole aux Russes et disent qu'ils ne revendent pas le pétrole russe, mais que grâce au pétrole russe, en fait, ils utilisent le pétrole russe pour leur centrale électrique. Puisqu'encore une fois, pour faire de l'électricité, il faut de l'énergie. Donc, tous les gens qui parlent de voitures électriques, de choses comme ça, ils n'ont rien compris. C'est que l'électricité, ça n'arrive pas par la force du Saint-Esprit, ça arrive par le charbon, par le gaz, par le nucléaire, ou par le pétrole, ou par l'eau. Un tout petit peu par le soleil et encore moins par le vent. Donc le président Sarkozy, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il essaie de dire, moi, quand il y a eu la crise en Géorgie, j'ai réussi à discuter avec Vladimir Poutine et j'ai obtenu des avancées majeures. Donc, je suis un interlocuteur crédible pour les Russes. Alors, ce n'est pas totalement vrai parce qu'en fait, il n'a rien obtenu et les Russes ont eu ce qu'ils voulaient. Les Russes, en fait, ils voulaient une zone tampon entre la Géorgie et la Russie. Et donc, c'est les régions d'Ossétie. Enfin, il y a l'Ossétie du Nord et puis une autre partie donc, qui sont des zones tampons qu'ils ont conservées. Et surtout, on a vu qu'en Russie, pour l'instant, l'Occident, enfin en Géorgie, l'Occident n'a pas réussi à prendre complètement le pouvoir. Donc, la présidente actuelle est d'origine française. Ses enfants travaillent pour des organismes américains et français, européens, mais le Premier ministre reste quelqu'un qui est assez loyaliste aux intérêts de la Géorgie, qui sont des intérêts vers la Russie, qui est le pays frontalier. La Géorgie, c'est très loin de l'Europe. Hein. Il faut prendre une carte pour se rendre compte, c'est bien plus loin que la Turquie, par exemple. Oui, puis à cet endroit-là, je crois qu'il y a eu une tentative de révolution de couleur là, ces dernières semaines, qu'on a couvert, Jean-Claude et moi, effectivement, où on voulait identifier les ONG, puis ça, on n'était pas d'accord là-dessus. Oui. Exactement, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça allait prouver? Ça allait prouver que Soros ou les Américains étaient très influents et donc il fallait les écarter, entre guillemets, du pouvoir de certaines organisations importantes. Ce qu'ont essayé de faire les Serbes et les Hongrois avec plus ou moins de succès, parce qu'on sait très bien que ces révolutions de couleur, toutes ces révolutions, elles n'arrivent pas toutes seules, elles sont préparées longtemps à l'avance, hein, comme en Ukraine, et c'est des milliards qui sont injectés dans les universités, dans les médias, etc. La première chose qui s'est passée après Maidan, c'est qu'en réalité, des fonds américains ont racheté tous les médias ukrainiens. C'est-à-dire que le contrôle complet des médias a été fait, mais il s'était fait passer la même chose en Russie dans les années 90. C'est-à-dire, ce qu'il faut imaginer, c'est que pendant toute sa carrière, entre guillemets, Poutine, on parle de lui comme un dictateur, mais il avait face à lui Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et tous les médias privés qui étaient dans des capitaux internationaux.
Et il n'y a que quand il a repris en main, entre guillemets, l'énergie pétrolière, que Gazprom a racheté une chaîne de télé qui s'appelle TVN pour la rendre un peu plus proche du pouvoir, et qu'il a repris petit à petit la main sur les médias, mais qui n'était pas du tout le cas au moment du début de l'opération spéciale. Donc, pour répondre complètement à votre demande, je pense malheureusement que la France est complètement démonétisée, et Sarkozy peut-être encore plus que n'importe qui, parce qu'il faut se rappeler que Sarkozy est extrêmement responsable de la chose qui est pour Poutine la plus douloureuse, c'est la destruction de la Libye. C'est-à-dire que Poutine, si vous vous rappelez, il a été président 2 fois, avec comme Premier ministre Medvedev, puis il a été Premier ministre de Medvedev. Et au moment où il n'était que Premier ministre de Medvedev, et où le président en Chine s'appelait Hu Jintao, les Européens et les Américains ont obtenu que les Russes et les Chinois s'abstiennent d'utiliser leur veto pour l'utilisation de la force contre Kadhafi. Mais ils avaient obtenu un texte qui était, d'après eux, très limitatif. C'est-à-dire qu'il fallait pas que la force pouvait être utilisée s'il y avait des risques de génocide, d'attaque des populations civiles, etc. Mais ils ont fait ce qu'ils ont su très bien faire. Ils ont créé artificiellement, en fait, des semblants d'attaque qui, l'histoire l'a montré, étaient complètement fausses. On a eu les BHL et autres qui sont montés au premier plan. Mais en réalité, ça a été clairement une guerre très importante de Sarkozy contre la Libye. Alors, pour ceux qui suivent un peu les dossiers, il y a beaucoup d'affaires de financement, il y a beaucoup d'affaires, ça s'est très creusé par d'anciens journalistes du Monde qui sont chez Mediapart. Donc Sarkozy, pour Poutine, il est celui qui a détruit la Libye, il est celui qui a convaincu à ce moment-là, sans doute très fortement, avec Obama et les Anglais, Medvedev et Hu Jintao, de ne pas exprimer leur veto. Il faut savoir que Medvedev, contre l'avis de Poutine, qui lui avait demandé de faire son veto, n'a pas fait de veto. Et donc, je pense que ce sera quelque chose que Poutine ne pardonnera jamais à Medvedev, qui était quand même l'homme des États-Unis. Il faut savoir que quand, je reviens un peu en arrière, mais en 99, Boris Yeltsin annonce sa démission à la surprise générale. Moins d'1 an avant l'élection présidentielle suivante, il annonce sa défection et il désigne Vladimir Poutine pour le remplacer. Et les Américains essaient tout pour le décourager dans cette démarche, mais un peu comme une pirouette de l'histoire, Helsinki n'en démord pas, il obtient ça, mais on impose à Poutine Medvedev. C'est-à-dire que Medvedev est un peu l'homme de l'Occident, le contrepoids. Et pendant très longtemps, en fait, les relations entre les deux n'étaient pas aussi simples qu'elles ont l'air de l'être devenues, mais que l'air de l'être devenues, on voit bien, c'est très compliqué ce qui se passe en Russie, parce qu'on parle souvent de la 5e colonne. En fait, la personne la plus fiable pour Poutine, et c'est celui qu'il a enfin pu nommer comme Premier ministre après avoir, pendant presque 20 ans, eu Medvedev comme compagnon de route, c'est Mishustin. Et le premier rôle que Vladimir Poutine a donné à Mishustin, c'est de s'occuper de la corruption et de la 5e colonne. Et donc, c'était vraiment ces 2 missions clés. Et puis finalement, Mishustin a une puissance de travail suffisante, donc il est aussi sur des fronts diplomatiques, puisqu'il va en visite officielle en Chine, etc. Il faut voir les images, c'est impressionnant la manière avec laquelle il est accueilli, parce qu'on connaît les personnages très visibles, hein, Lavrov, Shoigu, etc. Mais ce personnage, Mishustin, est très, très, est très important. Donc ça, c'était pour dire que Sarkozy, on peut faire plein de débats sur lui, sur tout ce qui peut s'être passé dans le monde entier, etc. Mais vis-à-vis des Russes, il est l'homme qui a détruit la Libye et qui a déstabilisé toute la Méditerranée et toute l'Afrique. Puisqu'en fait, en détruisant la Libye, ça a créé une véritable déstabilisation. C'est les flux migratoires, c'est un espoir de perdu pour l'Afrique, hein, puisque la Libye était un modèle pour toute l'Afrique. C'était un pays dans lequel le peuple était heureux. Les étudiants qui ne pouvaient pas suivre les études en Libye étaient entièrement financés pour aller les suivre
dans le pays de leur choix. Donc, ils pouvaient aller aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Russie, et ils étaient financés par l'État et éventuellement leur famille. Et c'était véritablement un système pas très classique pour nous, mais dans lequel les gens avaient la parole, ils vivaient bien. Et je vais souligner un point qui est vraiment important, qui me tient à cœur, mais la Libye devait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2013. Et elle a été éliminée, elle a été détruite en 2011, parce qu'en fait, quand un pays se montre de l'intérieur lors d'un événement international aussi télévisé que l'est la Coupe d'Afrique des Nations, le monde entier peut voir à quel point les gens y sont heureux, le niveau de développement du pays, etc. Et donc, vous ne pouvez plus faire croire aux gens que c'est une dictature barbare, puisqu'ils ont pu voir qu'ils pouvaient se balader là-bas en maillot de bain, boire de l'alcool dans les hôtels, faire la fête, que c'était très hospitalier, que c'était pas dangereux, que les gens s'exprimaient librement, que ça ressemblait pas du tout à l'image d'Épinal d'une dictature. Et donc, cette accélération de la guerre en Libye, il faut aussi la mettre en perspective de cet événement majeur. Les Russes ont vécu la même chose pour leur Coupe du Monde de football. Parce que si vous regardez comment les Américains ont fait en sorte de ne pas qualifier leur équipe de foot à la Coupe du Monde de football en Russie, c'était pour l'exacte même raison. C'est-à-dire qu'il allait y avoir des centaines de millions d'Américains qui allaient voir à la télé que la Russie, ce n'était pas du tout ce qu'on leur racontait. Et d'un seul coup, en ne qualifiant pas leur équipe, les Américains ont permis d'une part d'expliquer à plein de sponsors de ne pas donner autant d'argent qu'il aurait fallu à la Russie pour pas trop perdre de l'argent en organisant cet événement, mais surtout le monde entier allait pu voir. Et si vous vous rappelez, c'est la seule Coupe du Monde où les médias n'ont pas fait ce qu'ils font dans toutes les Coupes du Monde de foot ou tous les événements sportifs, c'est d'aller visiter, aller rencontrer les gens, etc. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient que critiquer la Russie. Parce qu'en réalité, en 2018, ce qui s'est passé en 2020, 2021 et qui se transforme en une opération spéciale, mais en réalité une guerre de l'Occident contre la Russie, est déjà dans les têtes de tout le monde, puisqu'on a cette stratégie de Brzezinski, en fait, et ces effets dominos des faucons, où en fait il fallait faire tomber les pays un après l'autre, mais avec la cible qui est la Russie. Parce que les gens disent qu'en réalité la cible de l'Occident et des Américains, c'est la Chine, mais c'est absolument faux. Le vrai objectif, le pays qui est considéré comme le plus dangereux depuis toujours par les Américains, c'est la Russie. Et pour une raison évidente, en fait, le danger, il vient de cette puissance économique qui est liée à son énergie, à ses métaux, donc tous les types de métaux possibles, à sa position géographique stratégique entre l'Asie et l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc c'est le centre du monde en réalité, la Russie. Et c'est bien ça la clé pour comprendre. Et le changement majeur, parce que la vie de Xi, mais ça il faudra peut-être qu'on refasse une autre interview, mais la vie de Xi est quelque chose de fascinant, puisqu'en fait il était le fils d'un hiérarque à l'époque de Mao, qui a été mis mais quasiment comme moins que rien, puisque sa famille et les pouvoirs de sa famille ont quasiment été détruits, et qui a réussi à remonter dans l'ombre de quelqu'un comme Hu Jintao, qui était véritablement un mondialiste, un ami des Occidentaux et des Américains, et qui a réussi à se faire passer pour quelqu'un qui avait ce profil, qui a accepté beaucoup de choses, et qui, après 10 ans, en profitant énormément de la période du Covid, a pris le contrôle de la Chine et s'est rapproché de la Russie. Et c'est ça qui change le monde. C'est des individus. C'est-à-dire que Ben Salman, Poutine, Xi Jinping, Elon Musk, dont vous avez parlé, et Donald Trump, alors je ne sais pas comment vous l'appréciez ou pas au Québec, mais ce sont des personnages qui sont en train d'essayer d'empêcher le basculement dont vous parliez à l'origine, et qui est voilà, c'est des gens qui... j'ai bien aimé cette manière de dire que le Québec, en fait, il était lié à l'Église de Rome jusqu'aux années 60. Mais je pense que dans les années 60, l'Église de Rome change à la même vitesse que le reste du monde.
Oui. Parce que je pense qu'on pourrait passer 20 heures ensemble à discuter. C'est passionnant. Okay. Même si vous m'écoutez beaucoup, mais j'ai envie de vous écouter. On a parlé. Monsieur Scholler, oui. Puis avec Jean-Claude, juste avant le conflit en Ukraine, on s'était parlé justement de ce basculement du monde-là qu'allait précipiter le conflit en Ukraine. Et là, Jean-Claude, qui connaît le poids des mots, a parlé de l'empire du mensonge et de sortir de ce piège infernal-là. Jean-Claude, tu pourrais-tu développer pour qu'on puisse terminer l'entrevue sur ce thème-là? Oui, c'est ça. Alors donc, les néocons américains, en provoquant le conflit, vous savez qu'en 2016, Obama a fait une longue entrevue avec le journal The Atlantic pour dire que la domination de la capacité d'escalade sur le territoire ukrainien est du côté de la Russie et il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer cette situation-là. Et donc, les néocons n'ont pas suivi ce conseil-là, qui était une appréciation correcte des rapports de force, et ont foncé. Et naturellement, ils ont piégé tout le monde. C'est un piège infernal pour les Ukrainiens, les Européens, etc. Et eux, les Américains, c'est tout bénéfice pour eux pendant un bon moment, jusqu'au moment où ils se rendent compte que finalement, la domination, le globalisme qu'ils veulent imposer au monde ne va pas basculer du bon côté. Et là, on cherche une sortie de secours de cette situation. Alors, c'est ça. Alors donc, on va avoir l'occasion de se reparler. On voit qu'il y a de l'animation autour de vous. Puis, bon, au plaisir de se revoir puis de continuer la conversation. Oui, parce que c'est ce qui nous intéresse là, enfin. On s'en parlait. Jean-Claude dit que ça va prendre plusieurs mois, même quelques années avant de voir l'effondrement de l'hégémonie américaine. Comment vous prévoyez cet effondrement-là qui est inévitable? Le général Delaware nous disait, entre autres, que la Chine se débarrasse des bons du Trésor américain maintenant à un rythme de plus en plus accéléré, de mois en mois. Karine Bechet-Golovko est venue nous dire ici à l'antenne qu'il y a beaucoup de pays qui ont encore des intérêts face à la finance occidentale qui ne peuvent pas, comme ça, adhérer aux BRICS. Donc, ça ne se fera pas. Bechet-Golovko semblait dire aussi que ça allait prendre du temps, que l'émergence des BRICS n'était rien de gagner à l'avance. Il y a les adversaires anglo-saxons qui vont se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. Alors, comment vous prévoyez cet effondrement-là? Nous, ici à Radio Infocité, on comprend très bien le privilège qu'avaient les Américains avec leurs forces militaires, leur dollar américain qu'ils pouvaient imprimer comme ils voulaient, que ça, c'est en train de disparaître. C'est difficile de faire comprendre ça aux Occidentaux. Juste le mot BRICS, pourtant, là, je parle avec des gens qui sont dans la finance ici, puis on a de la misère à me dire c'est quoi les BRICS. Puis quand on réussit à leur identifier les BRICS, ils disent « Ah, ça, c'est des pays de dictature, ça n'a pas d'importance. » Donc, comment vous prévoyez cette prise de conscience-là que le monde est en train de basculer de l'Occident? Quand on écoute nos médias de masse, on s'aperçoit qu'ils sont loin de la réalité et gardent la population loin de la réalité. Comment va se faire ce choc-là de civilisation qui est en train de se produire sous nos yeux? Alors, je pense qu'effectivement, ça peut prendre du temps, mais ça peut aller relativement vite, en fait. Et encore une fois, la situation, elle va énormément dépendre de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent aux États-Unis. Il y a une vraie instabilité, en fait, on peut même parler d'explosivité aux États-Unis en ce moment. Quand on voit les centres-villes qui sont complètement dépeuplés de leurs entreprises et de leurs habitants, il y a des images de cambriolage de magasins par des bandes organisées, etc. Donc, c'est des pays qui retournent 50 ans en arrière. Donc, je vous rappelle que les États-Unis, souvent, ils disaient on va ramener ces pays à l'âge des cavernes. Bon, aujourd'hui, l'Amérique est l'ombre de ce qu'elle a été. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une justice
dans laquelle les gens ne peuvent plus avoir confiance, puisqu'il y a un vrai doute sur la véracité des élections. Il y a de plus en plus d'éléments qui sortent pour le dire. Il y a un doute sur le fait d'être protégé quand on a un commerce aux États-Unis, puisqu'on vous incite même à ne pas vous battre, et en dessous d'un certain montant, les choses sont plus criminalisées, alors qu'à une époque, même si vous voliez une pomme, c'était grave. Il y a cette espèce de repentance permanente vis-à-vis des minorités qui rend la vie très compliquée, puisqu'on arrive à une inversion presque des choses. C'est plus la compétence, que ce soit dans les universités ou autres, qui va faire votre accession au meilleur diplôme ou au meilleur job. Ça va être éventuellement la couleur de votre peau ou votre appartenance à une communauté très particulière. Et donc, on est dans une descente, mais sur le point de vue culturel, qui est très rapide. Parce que je pense qu'en fait, la culture, c'est tout. Et la grosse différence entre les pays des BRICS ou les pays qui veulent rejoindre les BRICS, ce sont des gens qui focalisent énormément d'efforts sur leur système de santé, leur système éducatif, leur système de défense, mais aussi le respect de la loi. C'est qu'on voit que tous ces pays-là, comme la Russie d'ailleurs est exemplaire dans ce domaine, c'est qu'ils mettent un point d'honneur à respecter les protocoles, à respecter leurs contrats, à respecter leurs engagements. Et donc, moi, je pense que ça peut aller vite, et beaucoup plus vite qu'on imagine, parce qu'en fait, il suffit d'une étincelle de révolte à nouveau aux États-Unis pour qu'il y ait une vraie perte de confiance dans la capacité de ce pays à se retourner. C'est-à-dire que tout le monde comprend qu'il y a une pyramide de Ponzi de l'économie, et donc s'ils ne peuvent plus tenir avec leur armée et avec le pétrole, le dollar va s'effondrer, parce que c'est des billets de Monopoly qui représentent rien. Le PIB des États-Unis, il inclut la pornographie, il inclut la drogue, il inclut plein de choses. Et puis, il est disproportionné parce qu'en fait, il prend en compte le tertiaire. Donc, mais on ne peut pas comparer le produit intérieur brut tertiaire des fortunes que font les banquiers, les avocats ou les docteurs quand ils se font payer $700 ou $1000 ou $2000 de l'heure pour les consultants, les banquiers, etc. C'est inclus dans le PIB, alors que les mêmes en Russie ou en Chine, ils sont payés 30 ou $40. Donc, on se rend compte en fait que toutes les valeurs que mettent en avant les Américains, c'est du vent ou c'est de la destruction. Et je parle des valeurs woke, des valeurs de PIB, des valeurs d'économie. Donc, en fait, rien n'est réel. Et donc, c'est comme un ballon de baudruche. Donc, pour l'instant, il est solide parce qu'en fait, il avait plein de couches. Le pétrodollar, l'armement, l'image, la corruption, le machin. Mais toutes ces couches, une par une, elles sont en train d'être percées. Et c'est pour ça que je citais Elon Musk dans les personnes importantes. Alors peut-être que je me trompe complètement, hein, mais je pense que la liberté qu'il a permis de donner pendant un certain temps dans les médias avec Twitter, Donald Trump en créant Truth, mais qui reste un petit média, mais qui est un média dans lequel il y a beaucoup de liberté, sont des gens qui sont en train de changer en fait les équilibres, et ça peut se passer très 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 vite. Tout le monde craint en Occident les annonces qui vont être faites par les BRICS. Et c'est pour ça que Sarkozy a essayé d'imposer sa présence aux BRICS, parce qu'il espérait, avec son fluide diabolique, réussir à inverser les décisions qui sont prises. Et sagement, ils se sont méfiés, en fait. Ils se sont abstenus de le laisser venir. Et donc, les annonces risquent de surprendre. Et ça peut être comme un effet domino très rapide dans la suite de tout ça. Mais voilà, je pense qu'on va faire plein d'émissions ensemble. Ah oui. Monsieur Schoeller, juste avant de vous poser la dernière question pour la conclusion, comment on peut vous rejoindre? Parce que les Québécois vous découvrent pour la première fois avec cette entrevue. Alors, j'aimerais savoir un peu comment on peut vous lire ou écouter vos vidéos. Alors, j'ai une petite chaîne sur YouTube, hein, mais en cliquant mon nom, Bertrand Schoeller, on me trouve. Enfin, on trouve des émissions auxquelles j'ai partagé et on va trouver ma chaîne. Et j'ai surtout, en fait, je suis beaucoup plus actif sur Twitter, où depuis 1 an et demi, en fait, je suis actif sur un compte qui commence à être un peu influent. Je dois avoir 45 000 personnes qui me suivent, mais j'ai surtout à peu près entre 15 et 20 millions chaque mois
d'impact, en fait. Hein. Parce que depuis le début du conflit en Ukraine, sur tous les sujets, en fait, j'ai pris des positions, mais pas. Enfin, c'est quand on a discuté ensemble, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de prendre des informations que donnent des grands médias ou de prendre l'opposé, c'est d'essayer de faire un travail d'analyse, de pédagogie pour permettre aux personnes qui écoutent de véritablement comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est un peu elliptique quand vous me posez une question. Ben, je réponds en partant de plus loin et en tournant autour pour essayer d'arriver à expliciter les choses. Donc, ils peuvent me voir sur Twitter et YouTube. Mais je pense que si on se revoit régulièrement, je pourrais répondre à toutes les questions directement chez vous, en fait. Ah, ça va me faire plaisir. Et puis, comme dernière question, on a rencontré un juge français il y a quelques semaines et il nous passait comme réflexion que dans l'état actuel de nos démocraties, qu'on souhaitait quasiment l'effondrement de nos sociétés pour repartir à neuf. Donc, c'est un peu ça qu'on s'aperçoit en ce moment, jusqu'à quel point le système est pourri et il est difficile de voir des beaux côtés de cet effondrement-là, mais vous nous avez donné tantôt un message d'espoir et vous portez cet espoir-là par votre culture, votre expérience que vous mettez à profit, le public. Je l'ai vu, entre autres, moi j'invite les gens à aller voir votre dernière entrevue que vous avez donnée à TV Liberté, où vous parlez aussi d'actualité internationale. On vous a découvert grâce au conflit ukrainien. C'est un des beaux côtés de la chose. Alors, pour terminer, comment on peut arriver à souhaiter l'effondrement de notre propre société et qu'est-ce qu'on pourrait ressortir de bon de ça? Alors, là, je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de Nicolas Sarkozy qui disait on a besoin des Russes et ils ont besoin de nous. Je pense qu'en fait, tous ces pays qui essayent de créer la stabilité, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, qui ont des projets ambitieux. Hein. L'Arabie Saoudite a son projet de ville dans le désert, la Chine a plein de projets, etc. Ils ne veulent pas l'effondrement. En fait, ils voudraient juste que des personnes de valeur, des personnes qui aiment leur pays, des patriotes, en fait, prennent le pouvoir. Et en fait, ce que j'aime et la raison pour laquelle j'étais ravi de discuter avec vous, parce que je vous connais aussi depuis longtemps, Karl, c'est que vous êtes patriote, en fait. Vous aimez votre culture, vous aimez vos racines, et il n'y a pas besoin de s'effondrer, en fait. Il faut réaliser que quelques personnes de confiance, fiables, qui travaillent véritablement dans l'intérêt et pour les raisons pour lesquelles ils ont été élus, doivent être défendus. Et moi, quand vous me répondez où est-ce que vous pouvez trouver, je vous dis, je suis ravi de venir souvent chez vous, parce que j'aimerais bien que petit à petit, les Québécois vous donnent plus de moyens pour vivre et pour avoir un média qui se développe, parce qu'ils ont besoin de médias avec des gens comme vous qui prennent la parole avec une audience toujours plus grande. Donc, l'important, en fait, c'est des réseaux de gens qui veulent pas du tout que ça s'effondre, au contraire, qui veulent que tout ce qui est bien puisse exister. Le système d'éducation est bien. Le problème, c'est que si vous mettez un ministre de l'éducation qui est pour le travestissement, qui est pour le wokisme, ça va devenir mal. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre des enfants qui ont tous les potentiels du monde dans un système qui va les détruire, qui va les rendre idiots, qui va les rendre bêtes, qui va les rendre fragiles, qui va les rendre dociles. Et pour moi, ce n'est pas une qualité d'être docile. C'est éventuellement bien pour un cheval, pour faire des travaux de ferme, mais ce n'est pas bien pour un humain, en fait, parce que nous, on doit sans cesse avoir des envies qui dépassent le cadre qu'on nous a mis en face. Donc je ne pense pas qu'il faut que ça s'effondre. Je pense qu'il faut qu'on détruise ce qui empêche d'avoir des gens fiables aux commandes. Voilà. Merci pour tout, M. Schoeller, d'avoir pris le temps de venir partager vos connaissances. Puis, bien sûr, ça va me faire un plaisir de vous réaccueillir pour une prochaine, pour couvrir l'actualité internationale. Merci. À bientôt, Karl. Alors, capitaine, vous avez entendu l'entrevue. Vous aviez des choses à dire concernant, entre autres, le journaliste là, qui a été
selon certains. Donc, la première chose, c'est l'affaire Khashoggi. L'affaire Khashoggi, il faut repartir en arrière et voir pourquoi les Américains sont intervenus en Irak, d'abord en 1990-91, puis en 2003. Ils savaient dès le départ qu'ils auraient un problème de succession en Arabie Saoudite. Ils avaient pris une option, ils avaient préempté l'Arabie Saoudite après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les accords du Quincy. Je rappelle que le Quincy, c'est un navire sur lequel s'étaient signés des accords où en fait l'Arabie Saoudite n'avait pas eu le choix. Et donc, où ils avaient donc pris le contrôle du pétrole saoudien, ni plus ni moins. Et avec différentes méthodes, il sont au nombre de 3. D'abord, l'expertise technologique, parce que l'Arabie Saoudite n'avait pas les techniciens pour extraire du pétrole à l'époque. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, effectivement, sachant qu'au bout d'un moment, ça ne suffirait pas, puisque forcément, les Saoudiens allaient acquérir l'expertise technique, donc ils ont mis en place un système de concession, c'est-à-dire avec le changement de régime principalement, où ils ont imposé partout, pas seulement en Arabie Saoudite, hein, partout où ils ont pu, ils ont essayé en Iran, ça a foiré. Il y a eu d'abord, ça a réussi dans un premier temps avec l'opération Ajax en 1953, mais ensuite ça a foiré en 1979. Et donc, ils ont réussi pendant très longtemps à contrôler l'Arabie Saoudite. Mais ils savaient qu'ils auraient un problème de succession. Ils savaient qu'au moment de la succession, ils n'étaient pas du tout certains qu'ils arriveraient à garder le contrôle de l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont, sous prétexte de mettre l'Irak au pas, ils ont projeté des forces militaires en Arabie Saoudite dans l'espoir de pouvoir contrôler l'Arabie Saoudite de manière militaire. C'est un peu ce qu'ils ont fait en Europe, hein. Soi-disant, il s'agissait de combattre les nazis, puis ensuite, ils sont restés, soi-disant, pour combattre l'Union soviétique. En réalité, ils étaient là pour contrôler l'Europe. Et donc, l'OTAN, je veux dire. Et donc, ils ont fait la même chose en Arabie Saoudite. Mais, évidemment, alors, ils avaient utilisé, pour contrôler l'Arabie Saoudite, ils avaient utilisé le clergé, le wahhabisme. De même qu'ils avaient fait la même chose en Perse, c'est-à-dire en Iran. Ils avaient l'opération Ajax, ils avaient utilisé l'ayatollah Boroujerdi, et ils ont voulu refaire la même chose en 1979, en février 1979, et là, ils ont été pris de court parce que l'ayatollah Khomeini, qui avait bien compris ce qui s'était passé en 1953 avec l'ayatollah Boroujerdi, les a court-circuités les voyous de la CIA. Et donc, ils ont voulu faire pareil en Arabie Saoudite et ils se sont plantés. Parce que finalement, eh bien, la succession s'est faite hors contrôle. C'est-à-dire que Mohammed Ben Salman a réussi à prendre le pouvoir, a réussi à s'imposer. C'est vrai qu'il y a eu une grosse querelle familiale, mais il a réussi à s'imposer. Et donc, en fait, le fait d'avoir utilisé le clergé, le sunnisme wahhabite, ça s'est retourné contre eux. Parce que c'est un intégrisme. Et il est évident que face à cet intégrisme, les Américains athées, woke, etc., ne sont forcément pas les bienvenus en Arabie Saoudite. Donc en fait, ça s'est retourné contre eux. Et alors là, survient l'affaire Khashoggi. Alors Khashoggi, d'abord, il faut le rappeler, c'est un journaliste. Un journaliste, alors, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, je pose la question. Qu'est-ce qu'un journaliste venu de l'extérieur peut faire? Quelle influence il peut avoir dans un pays qui est quand même un pays, voilà, on ne peut pas vraiment parler de démocratie. Hein. Il vient de où ça, Khashoggi, capitaine? Comment? Il vient de où, Khashoggi? C'est un arabe, mais enfin bon, qui vivait en Occident, et en particulier en Grande-Bretagne. Okay. Donc, il faut reprendre l'affaire Khashoggi. Oui. Je voudrais juste revenir sur un truc qui est quand même assez bizarre. C'est que ce type-là, il a été mis en avant par les Occidentaux. C'est les Occidentaux qui nous en ont parlé. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui nous en a parlé. Donc, il a été mis en avant. Donc, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Dans l'histoire, il y a eu pas mal d'exemples où, par exemple, dans l'affaire Navalny, ils ont mis Navalny en avant. Et comme il n'avait aucune influence, ils ont tenté de s'en débarrasser, ou en tout cas de faire semblant de s'en débarrasser pour en faire un martyr.
Ils ont fait la même chose avec Boris Nemtsov. Boris Nemtsov ne menaçait absolument pas le Kremlin ou Vladimir Poutine. Il faisait 1,4% des voix. Donc au contraire, il était très utile à Vladimir Poutine, puisque là, il laissait vivre une opposition qui était insignifiante. Donc Boris Nemtsov ne représentait aucun risque. Il n'y avait aucune raison de le faire assassiner. Par contre, le MI6, lui, par l'intermédiaire des Ukrainiens, parce que je rappelle que c'est une femme, un mannequin ukrainien, parce que c'était un coureur de jupons, c'était un mafieux, etc., bon, qui avait dîné avec lui de l'autre côté de la Moskova, et qui, au moment de partir, il aurait pu partir dans sa voiture blindée, elle lui a dit, bah non, je voudrais marcher sur le pont. Alors, comme il était en train de la draguer, bah, ils ont marché sur le pont. Et là, il a été abattu. Puis la fille, elle a disparu vite fait, elle est retournée en Ukraine. Donc, voilà. Elle travaillait pour le SBU exactement comme Natalia Vovk, qui s'appelait en fait Sofia Chaban, et qui a assassiné Daria Dugina. Donc, c'est la méthode classique. Et bien, dans l'affaire Khashoggi, on a la même chose. On a quelqu'un qui n'a absolument aucune chance de faire changer les choses en Arabie Saoudite. Aucune. Aucune. C'est un journaliste. Aucune. Alors, on le fait disparaître. Et alors, qui le fait disparaître? Certainement pas Mohamed Ben Salman. Khashoggi ne représente aucun risque pour Mohamed Ben Salman. Par contre, ce qui est risqué, c'est de le faire assassiner. Là, effectivement, Mohamed Ben Salman, s'il avait pris la décision d'assassiner Khashoggi, là, il se mettait dans une situation extrêmement délicate vis-à-vis du reste de la planète. Et c'est donc ce qui a été fait. Parce qu'en fait, on n'a aucune preuve qu'il a été découpé en morceaux. On nous dit qu'il a été démembré, mais comment on peut le dire? On n'a rien qui permette de le dire. Rien du tout. Rien du tout. Alors, on aurait soi-disant le coup de la montre connectée. Alors, comme par hasard, c'était tout nouveau, c'était à la mode. Etc. Donc, ça, c'est de la cognition prédictive. Hein. On vous envoie un message à l'avance ou pendant le truc pour vous faire admettre l'idée qu'il aurait pu être connecté et qu'on aurait pu, malgré le fait que ça se passait dans le secret d'une ambassade, en plus en Turquie, il aurait disparu dans ces conditions-là. C'est pas crédible. C'est absolument pas crédible. Vous imaginez tout de même pas, il ne faut quand même pas imaginer que les Saoudiens sont assez bêtes pour se piéger eux-mêmes dans ce genre d'affaires. Et il n'y a qu'à voir la manière dont ça a été relayé, médiatisé chez nous pour savoir que l'affaire était ficelée à l'avance. Comme l'affaire Skripal, comme l'affaire Navalny, comme l'affaire Nemtsov, ou comme tout ce qu'on nous raconte. Donc l'affaire Khashoggi, c'est un montage occidental, clairement. Si ça se trouve, il est toujours en vie. Il bénéficie d'un statut de témoin protégé, vous savez, comme ils ont là, les statuts de... il est dans une villa, au fin fond à Miami ou ailleurs, et il coule des jours tranquilles puisqu'il a rempli son office. On comprend bien le montage occidental, encore une fois. J'aimerais aussi avoir votre commentaire sur la rencontre des BRICS, le sommet des BRICS là, qui va avoir lieu dans les quelques jours, là, semaine prochaine. Ça c'est effectivement, une vraie question. Il est évident que le monde peut basculer à ce moment-là. Et en face, c'est ce qu'a fait observer Bertrand Schoeller, en face, ce que je dis depuis des années, eh bien, si effectivement il y a un panier de monnaie, je rappelle, c'est un panier de monnaie. Parce que ce n'est pas des monnaies nationales, il y a des monnaies nationales qui vont se mettre en commun pour créer une monnaie de référence commune, un petit peu comme nous on a fait avec le franc, le Deutschmark, etc., pour faire l'euro. Et donc il y a un panier de monnaie, mais qui lui sera indexé sur l'or. Parce que les Indiens, les Russes et surtout les Chinois ont de l'or. C'est-à-dire que ce panier de monnaie, il sera crédible. Il sera adossé à une valeur sûre qui est l'or. Et donc, ce panier de monnaie va certainement se mettre en place. Alors, peut-être pas d'un seul coup, peut-être que ce sera progressif, mais ils vont annoncer très probablement la création de ce panier de monnaie. Il est évident qu'à travers toute la planète, tous les gens qui veulent faire des échanges internationaux, des échanges commerciaux au niveau international, auront intérêt à utiliser une monnaie stable qui évitera toute forme de spéculation et qui évitera surtout le fonctionnement de la planche à billets. Le fonctionnement de la planche à billets, ça veut dire qu'on vous achète vos produits avec des trucs qu'on a imprimés, du papier et de l'encre qui n'a aucune valeur. Parce qu'on va mettre en concurrence une monnaie fiable, crédible, adossée sur l'or, qui a une vraie valeur, qui, du fait qu'elle est adossée sur l'or, empêche de faire fonctionner la planche à billets, c'est-à-dire de dévaluer la monnaie, qui empêche de déprécier la monnaie,
et qui empêche en même temps d'acheter vos produits avec une espèce de faux billet, de monnaie de singe, de billet de Monopoly, où c'est juste du papier et de l'encre qui n'a aucune valeur. Hein, c'est trop facile sinon. Hein. Bon, c'est ce que faisaient les Américains, avec en plus un système avec la bourse qui consiste à fixer artificiellement le prix des choses. Par exemple, je vais donner un exemple. Là. Hier, j'ai été acheter du beurre dans mon supermarché, il était à 3,50 €. Il y a 2 ans, le beurre, il était à 1 € dans mon supermarché, là où je suis allé. La plaquette de beurre de 250 grammes, elle était à 1 €. Donc, on est passé de 1 € à 3,50 €. C'est du 350% d'inflation. Le beurre, le prix du beurre, en fait, il est fixé à Wall Street. Alors que les vaches, elles sont dans nos prés, elles sont chez nous. Les vaches qui produisent le lait, qui permettent de faire le beurre, elles sont chez nous. Le beurre, il est fabriqué chez nous. Comment ça se fait que c'est décidé à Wall Street et que le prix du beurre augmente alors qu'il n'y a pas eu quoi que ce soit qui s'est passé? Je veux dire, les vaches, c'est toujours les mêmes. Les paysans, c'est toujours les mêmes. Le circuit, c'est toujours le même. Comment se fait-il que le prix du beurre a triplé? Mais est-ce que nous devons accepter de payer 3 fois plus cher le beurre qu'on fabrique chez nous? Simplement parce qu'on peut passer par une interface à Wall Street. C'est très simple comme question. Je pense que oui, puis dans le lot quotidien des Occidentaux, capitaine, on n'arrive même pas à réfléchir à ça. On nous met dans toutes sortes de pensées qui nous fait justement oublier ce qu'on essaie de nous d'expliquer. C'est le principe. Non, mais attends, ça, c'est le principe de l'escroquerie. Hein, il faut bien comprendre. À chaque effondrement de la bourse, à chaque krach boursier, les gens qui sont à la manœuvre nous disent il faut restaurer la confiance. C'est leur phrase habituelle. Il faut restaurer la confiance. Ben oui, forcément. Parce qu'un escroc qui n'inspirerait pas confiance à ses victimes devrait vite changer de métier. Donc, on comprend très bien qu'on est au bout d'une logique là, où il y a les Américains qui ont imprimé sans compter. Et là, on est à la fin de ce processus-là, face à des BRICS ils vont offrir une monnaie qui est basée sur quelque chose de concret, avec une valeur concrète, face à un G7 ultra endetté. C'est facile à comprendre. Pendant que j'ai un signal, ça nous amène à un autre sujet, qui est la sortie de crise. Parce que, parallèlement, il faut comprendre que le système de Wall Street, il a fonctionné, parce que le saloon de Wall Street, dans laquelle se jouait la partie de poker menteur, dans laquelle on bluffait en permanence pour faire un système de pillage virtuel de l'économie réelle, ça n'était possible que grâce à la batte de baseball des encaisseurs mafieux du saloon de Wall Street qui s'appelle l'OTAN, la Mésalliance Atlantique. Et donc, c'est par l'intimidation, la violence, les bombardements de Belgrade, de Bagdad, on ne compte plus, de l'Afghanistan, donc de l'Irak, et puis maintenant de la Syrie, il ne faut pas oublier la Syrie, et maintenant de l'Ukraine, que l'OTAN a réussi à imposer les règles des encaisseurs mafieux, les encaisseurs mafieux du saloon de Wall Street, l'OTAN, la Mésalliance Atlantique, a réussi à imposer sa volonté, la volonté des escrocs de la Réserve fédérale et de Wall Street et de la City. N'oublions jamais la City, parce qu'en fait, c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre. Donc ça, c'est remis en question, et c'est remis en question où? En Ukraine. Pourquoi? Parce que, pour une fois, il n'y a pas eu de victoire. Alors, c'est vrai qu'en Afghanistan, ils ont dû partir. C'est vrai que les choses ne sont pas forcément très bien passées en Syrie parce que les Russes sont intervenus. C'est vrai qu'en Irak, ils ont semé le chaos, mais ça les arrange. Le chaos, ça leur suffit. C'est-à-dire que quand ils arrivent à semer le chaos, ça suffit. Ça suffit notamment, ça suffit pour raréfier les énergies fossiles, et donc leur permettre de vendre leur gaz et leur pétrole de schiste. Donc c'est pareil avec la crise ukrainienne, ils ont réussi à couper le Nord Stream. Donc en fait, ils ont atteint leurs objectifs à la limite. C'est pas l'objectif principal est atteint. Ils ont coupé l'approvisionnement de l'Europe en énergie fossile. Donc en fait, c'était une guerre contre l'Europe, c'est pas une guerre contre la Russie. Même si ça porte préjudice à la Russie à partir du moment où elle ne peut plus vendre ses produits. Je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas le droit de vendre ses produits. Surtout que quand on a du pétrole russe ou du gaz russe, c'est du pétrole qui appartient aux Russes. Ils n'ont pas été obligés d'aller tuer des gens en Arabie Saoudite ou ailleurs, dans les pays quelconques.
pour se procurer du pétrole. Parce que le pétrole que nous vendent les Américains nous vendent par l'intermédiaire, ou ils fixent le prix du baril chez eux à Wall Street, parce qu'ils sont soi-disant majoritaires dans les conseils d'administration, etc., ben, chaque goutte de pétrole qu'on achète qui passe par ces interfaces, c'est une goutte de sang. Alors que le pétrole qu'on achète aux Russes, c'est du pétrole équitable, on va dire. C'est du pétrole ou du gaz qui n'a pas goûté une goutte de sang. Puisque c'est du pétrole russe qui est vendu par des Russes. Donc, ils n'ont volé personne, les Russes, quand ils nous vendent leur pétrole. Bien. Et ils n'ont tué personne, surtout. Ils n'ont pas eu besoin. Voilà. Et donc il faut, déontologiquement, je veux dire, moralement, c'est mieux d'acheter du pétrole russe et du gaz russe que de l'acheter nulle part ailleurs, là où on massacre les gens et là où précisément les gens vivent sous le joug. Donc, ce qui va se passer là maintenant, c'est que la Russie a déjà gagné militairement, même si elle a perdu du fait que le Nord Stream a été coupé. Et comment on sort de la crise? Et là, on tombe dans un nouveau piège. Je pense que Sarkozy, quand il intervient comme par hasard, là au passage, Bertrand Scholler a fait un lapsus tout à l'heure, il a parlé de Sarkozy qui voulait aller au sommet des BRICS, je pense qu'il voulait parler de Macron, en fait. Donc, mais M. Sarkozy vient là dans le dispositif, il débarque, etc. Sarkozy n'est pas fiable. Sarkozy, c'est quelqu'un qui est tenu. En plus, là, il a plein d'ennuis judiciaires, donc il est encore plus tenu qu'avant. Même si, effectivement, il essaie de se rattraper aux branches en faisant croire que, voilà, il est pro-russe, c'est pas crédible. Il ne faut surtout pas se laisser embarquer là-dedans. Il faut comprendre une chose, c'était pas possible d'avoir un contrat au Pakistan sans l'accord des Américains, puisqu'ils contrôlaient l'intelligence, l'Inter-Intelligence Service, qui est l'ISIS, qui était les services secrets pakistanais. Or, Sarkozy a obtenu Sarkozy, en fait, c'était Léotard à l'époque, ils ont obtenu ce contrat à Agosta parce que dans les contrats d'armement, il y a des fonds secrets qui sont utilisés et qui restent secrets. Une fois qu'ils sont alloués, la Cour des comptes n'a plus accès, et qui permettent donc d'éviter toute traçabilité dans le détournement des fonds, en particulier en termes de commission, rétrocommission. Bon, voilà, ça c'est le problème qui est posé, et il se trouve que Sarkozy a pu avoir ce contrat grâce à son demi-frère, Olivier Sarkozy, qui à l'époque dirigeait la branche investissement du groupe Carlyle. Le groupe Carlyle, je rappelle, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est toute la bande, Frank Carlucci, James Baker, Dick Cheney, la famille Bush tout entière, etc., y compris Ben Laden dans le truc. Et puis, Frank Wisner, qui est le second mari de Christine de Ganay, qui était la femme de Olivier Sarkozy. Donc, on a cartographié les acteurs et on comprend très bien comment Sarkozy a pu avoir ce contrat. Et donc, il est tenu depuis par les Américains, parce qu'évidemment, alors je rappelle que Frank Carlucci, Frank Wisner, tous ces gens-là étaient les patrons de la CIA. Donc, Frank Wisner, c'est le mec qui est responsable de la mort de Patrice Lumumba, à l'époque, pour le compte de la CIA. Donc, une fois qu'on a fait cette petite cartographie, on comprend que Sarkozy est tenu par ces gens-là, ad vitam aeternam, parce qu'il y a eu ensuite, Chirac a bloqué l'aversement des commissions au Pakistan, et donc les Pakistanais en retour ont provoqué un attentat à Karachi. Et là, je connais tout le dossier. Le signal est maintenant trop mauvais. On va mettre fin à l'entrevue. Alors, merci, capitaine. Merci à M. Scholler et à Jean-Claude Pomerleau d'avoir bien voulu participer à cette entrevue. Bye-bye.